donc j'invite donc Jacques Belghiti. Je vais pas vous montrer qui va traiter un sujet très important, qui est le rôle sociétal de la chirurgie, qui est une partie du chapitre formé à quoi, pourquoi et pour qui. Effectivement, merci Olivier. Comme vous avez remarqué, je retrouve Olivier toujours aussi brillant, capable de manipuler autant de thèmes, et encore, comme vous l'avez remarqué, il vous a dit qu'il survolait. C'est un domaine, l'implication sociétale de la chirurgie est un domaine, effectivement, quand tu m'as demandé de l'aborder, je me suis aperçu d'abord qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, presque rien d'écrit. Et puis je m'aperçois, et Madame Le Pens va retrouver un certain nombre d'éléments, qu'au fond, finalement, on sait en gros de quoi on va parler. Ça fait très longtemps que le médecin dépasse son rôle de simplement soigner un malade, qu'il s'implique dans la préservation, l'amélioration de la santé de l'individu, mais également de la société, et donc qui s'implique en santé publique, sur des problèmes de vaccination, des recommandations nutritionnelles, et qui considère, et c'est peut-être ça le domaine, le pas, c'est ne plus considérer l'acte de soin individuellement, mais le considérer avec ses conséquences économiques et éthiques. Le métier de chirurgien, c'est d'opérer. Et donc, il se concentre, son activité se concentre sur chaque malade. Et en dehors des périodes de conflit ou certains éléments, son implication dans les décisions de santé publique est relativement faible. En fait, on s'aperçoit, et vous l'avez tous un peu souligné, qu'il a un certain nombre de qualités où je mettrais en premier le sens du réel. C'est-à-dire que comme il est confronté aux situations d'urgence, il sait parfaitement s'adapter aux ressources humaines et techniques sur place. Et un chirurgien, ça répond concrètement à une situation concrète. Et ces éléments-là lui permettent de prendre une place, et je pense vont lui permettre de prendre encore de plus en plus de place sur le plan sociétal. La première chose qui m'avait frappé, je l'avais appris ici à l'Académie de chirurgie, c'était la chirurgie essentielle. C'est-à-dire qu'il existe des pays dans lesquels il y a un contexte de précarité sur l'alimentation, très peu d'eau, d'électricité dans des établissements. Et l'OMS avait fait des formations en chirurgie essentielle. Et ici, nous avons des chirurgiens français qui sont très impliqués, c'est-à-dire la prise en charge des urgences abdominales, les premiers soins aux blessés, les éléments obstétriques. Mais en même temps, ils sont maintenant amenés, pratiquement pas uniquement à aller, comme on dit, en brousse, mais ils sont aussi amenés à donner leur avis, à voir véritablement de prendre un rôle sur l'inadaptation de certaines technologies coûteuses, c'est-à-dire de voir de la cellulose, des robots dans des villes en Afrique, implantés dans des grandes villes, ou même, alors ça j'ai appris, les césariennes abusives. Dans le Togo et le Dahomey sont maintenant des pays où on est arrivé à plus de 20% de césariennes simplement par convenance. Donc voilà un élément sociétal. Le deuxième exemple qui m'a frappé, ça fait très longtemps qu'on sait, nous, quand on opère des malades, que sur les problèmes de conseil nutritionnel, les recommandations, qu'on a un certain faible impact. Hein, c'est-à-dire même, y compris quand on s'intéresse à l'intoxication, à des pathologies qui sont directement liées à une intoxication tabagique ou un alcoolisme chronique, même chez ces malades qui ont des conséquences, on avait finalement un assez faible impact sur la prise en charge de la nutrition, du bien-être des malades qu'on avait sur le plan général.
Et puis les choses ont changé. Les choses ont changé avec la chirurgie bariatrique parce que l'obésité étant devenue un problème de santé publique qui peut être amélioré par la chirurgie bariatrique, c'est donc considéré comme un enjeu de santé publique. Et alors, il y a une réglementation auquel participent les chirurgiens sur les recommandations des indications, la réglementation, les réglementations sur le parcours, la qualification spécifique des centres et même la validation des techniques. Et en faisant la littérature, je me suis aperçu qu'il existe des éléments sur lesquels l'American College of Surgeons s'implique également. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien en France, c'est la lutte contre les prescriptions abusives d'opioïdes en post-opératoire. Et puis, pour répondre à un souci, les programmes de formation destinés au grand public pour le contrôle des hémorragies provoquées par les armes à feu. Car, comme vous le savez, c'est une grande spécialité américaine d'avoir de temps en temps des gens qui tirent sur tout le monde. La chirurgie et le Covid, dans la période de Covid, on s'est aperçu que les chirurgiens avaient une compétence importante, et j'ai été frappé par des exemples qu'on me donnait sur les internes dans les unités de réanimation. Ils ont eu d'emblée, ils s'étaient trouvés extrêmement utiles, donc les blocs s'arrêtaient, on prenait les orthopédistes pour travailler, et on s'est aperçu qu'ils avaient une très grande utilité pour deux raisons. D'abord, ils ont une maîtrise de l'asepsie, ils avaient une maîtrise rapide de l'asepsie, et puis deuxièmement, ils ont cette capacité, ils avaient cette aptitude à suivre rapidement les prises de décision. Un élément important, la prise de décision. Et les sociétés chirurgicales ont joué un rôle parce que c'est elles qui ont, dans un grand nombre de cas, appuyé sur les conséquences, qui ont mis en œuvre les conséquences négatives du report des interventions et des examens de dépistage. Et je crois que c'est important parce qu'on a découvert à cette époque-là que les urgentistes et les anesthésistes, dans ces périodes de crise, prenaient un pouvoir d'organisation assez important, et qu'il me paraît fondamental que ce pouvoir soit pour le moins rééquilibré. Dans le domaine de la transplantation d'organes, voilà un domaine qui est un enjeu de santé publique. Ça a été un bouleversement pour les chirurgiens parce que c'était la fin du contrat singulier entre le chirurgien et son malade, c'est-à-dire que c'était plus lui qui posait l'indication. C'était parce que l'organe est un bien issu de la solidarité nationale et que donc c'est une institution qui part une institution, et c'est en France l'Agence de la biomédecine, qui donc a ce regard sur les règles de sécurité sanitaire, d'éthique et les règles et d'équité. Mais les chirurgiens, quand on regarde justement à l'Agence de la biomédecine, ont une place prépondérante, même s'il y a plein de spécialités. Il y a une place prépondérante parce qu'ils ont cette capacité, et j'étais frappé au moment de la crise, ils savent qu'ils sont perpétuels, les chirurgiens savent que dans le domaine de la transplantation, on est en perpétuelle situation de ressources limitées. Et donc, ils ont la capacité, ça fait partie de leur métier, de décider. Et une des choses qui m'aura le plus bouleversé, c'est d'entendre des grands réanimateurs dire à un moment donné, rendez-vous compte, nous avons plus de malades que de lits, il nous faut choisir. On a l'impression, et il y en a encore un certain nombre, qui se disent, il nous faut choisir. Nous sommes sans arrêt habitués à choisir. C'est nous qui choisissons, les transplanteurs choisissent les greffons, choisissent les receveurs, parce qu'ils ont l'expertise unique du risque opératoire. Et je voudrais revenir sur ce problème de l'approche chirurgicale, qui est une approche basée sur le bénéfice-risque. C'est-à-dire que tout chirurgien, individuellement pour un malade, mais là où c'est intéressant, c'est que ça pourrait s'étendre, individuellement pour un malade, il sait mettre en balance, à partir de son expérience, de plus en plus à partir des données de la littérature, chaque facteur de risque et chaque élément de bénéfice. Et donc, il est habitué à prendre des risques, et ils ont
ils sont absolument réfractaires à l'injonction du principe de précaution. Ça, c'est une caractéristique du chirurgien. Ils estiment même que le recours au principe de précaution par des interlocuteurs très éloignés du sujet, c'est pas difficile. Hein. Quand vous voyez bénéfice-risque, quand vous mesurez le bénéfice-risque, vous êtes obligé de savoir des choses. Vous êtes obligé d'avoir une connaissance du bénéfice, une connaissance du risque. Le principe de précaution, n'importe qui peut en parler. On arrête tout de suite. On n'a pas besoin de connaître le sujet. Et donc, ils estiment, les chirurgiens, cette caractéristique font qu'ils sont réfractaires aux gens qui mettent en avant le principe de précaution, ce qui facilite pas toujours les discussions avec les chirurgiens. Et donc, ce sens du réel, cette aptitude à décider et à agir, et le troisième élément qui a été dit là, le chirurgien, à partir du moment, il sait parler aux malades. Enfin, il est obligé de parler aux malades. Il est obligé de parler aux malades simplement pour lui donner des décisions thérapeutiques qui sont parfois très lourdes et qui touchent le corps. Il est maintenant obligé de d'exprimer l'information, les risques, l'obtention, obtenir le consentement préopératoire. Et donc, il a en même temps l'écoute de ce qui est exprimé par le malade. Et cette habitude, cette position fait il est probablement le meilleur porte-parole des malades. C'est le chirurgien qui est capable de dire. Et donc, il est le meilleur, il va être le plaidoyer de la prise en charge. On le voit pour les traumatisés, pour le handicap, pour des sacs de chirurgie réparatrice. Les Américains sont, par exemple, c'est des chirurgiens qui ont réussi à obtenir, par exemple, que la reconstruction mammaire après exercice de cancer puisse être remboursée aux États-Unis. Ils sont donc les porte-parole du malade et ils ont donc, enfin, comme ils sont, ils peuvent être pris, leur parole, la parole des chirurgiens, et doit être prise en compte par les décideurs politiques et économiques. Et ils ont quelque chose, et ils ont cette capacité, ils sont capables de résister. Je vais prendre un exemple qui ne va peut-être pas plaire sur les pressions des États populaires. C'est extrêmement populaire de dire qu'il ne faut pas que les internes en chirurgie soient trop débordés, qu'il faut donc limiter le temps de formation des internes à un certain niveau. Et bien, l'American College of Surgeons, à ce moment-là, elle a répondu, quand il y avait une tendance à limiter, elle a initié des études prospectives pour montrer qu'une trop grande limitation du temps d'exercice, du temps de formation, pouvait avoir des conséquences sur l'expertise. Et là, vous voyez, par exemple, la diminution, ce que ça peut entraîner sur, évidemment, la continuité des soins, évidemment, les communications avec les malades, la diminution de la qualité de communication avec les malades. Et donc, je pense qu'il n'y a que les chirurgiens qui peuvent répondre à ce moment-là à ces pressions. Il y en a une, par exemple, qui m'est venue, c'est la volonté du Conseil européen de diminuer le temps de travail des militaires. Le temps de travail, parce que voilà. Et il y a les militaires qui peuvent répondre que dire pour former des commandos, ça ne peut pas se faire en 35 heures par semaine ni en 50 heures par semaine. Du coup, et donc, il doit prendre, à mon avis, des responsabilités au sein de son établissement. Je rejoins sur ce qu'a dit Mme Leport, qui m'a beaucoup marqué, parce que au fond, ce sens du réel, cette connaissance des réalités, sa proximité aux malades, et avoir un discours simple, quelquefois pour certains Britanniques, ils sont à ce moment-là, véritablement, ils peuvent dynamiser les instances de gouvernance. Et je crois que la réforme des CME leur offre cette possibilité d'influencer fortement les projets médicaux. Donc, il faut s'impliquer. Donc, il faut s'impliquer dans les instances
Et je reprends toujours l'exemple de Jean-Michel Dubernard, dont on a fait l'éloge il n'y a pas très longtemps, qui avait utilisé ses qualités de transplanteur innovant, sa proximité au pouvoir politique, pour améliorer, voire même transformer le système d'organisation des soins avec la création de la Haute Autorité de Santé. Mais c'est aussi l'implication des sociétés chirurgicales. Et je crois que c'est un impératif pour les chirurgiens, quelle que soit leur ancienneté, même très jeune, hein, je le dis, et leur lieu d'exercice, de participer à la vie des sociétés chirurgicales. D'abord, ils participent à la société, aux recommandations, et donc c'est définir un peu les parcours de soins. Et ils participent immédiatement, ils sont impliqués, les sociétés chirurgicales, dans l'information et l'éducation du public sur les risques de la chirurgie en période de pandémie. Qui au mieux qu'un chirurgien peut répondre à quelqu'un qui on a le Covid, est-ce que je me fais opérer de ceci, est-ce que je me fais opérer de cela? C'est le rôle d'une société chirurgicale dans lequel doivent s'impliquer les chirurgiens. Les informer pour améliorer les suites et puis peut-être contrer un petit peu la médicalisation de la vie courante pour limiter la consommation. Et comme on l'a vu, rééquilibrer des voix populaires, voire même politiques. Alors, je terminerai par un point important, c'est que les chirurgiens sont l'incitation permanente à l'innovation. C'est un métier qui est intimement lié au progrès technologique parce qu'il va s'emparer immédiatement des innovations si jamais il sent que ça peut améliorer son geste ou améliorer la tolérance du malade. Et va même de temps en temps avoir tendance à adopter ces innovations, même en l'absence de démonstration de supériorité. Et c'est alors qu'on va se heurter, et cette réponse, elle ne pourrait être que collective, à des impératifs médico-économiques. Et on le voit très bien dans les pays où il y a une forte prise en charge par la solidarité nationale, que ce soit les pays nordiques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où il y a, sur le plan médico-économique, des émidages de certaines interventions, le non-accès aux médicaments ou aux technologies coûteuses et l'impossibilité d'utiliser, par exemple, l'approche robotique ou percutanée tant que la supériorité n'a pas été démontrée. Et à ce moment-là, c'est véritablement, je terminerai là-dessus, le rôle de démontrer aux décideurs économiques et politiques que ce n'est pas parce qu'il y a l'absence de supériorité, parce qu'on n'a pas eu une supériorité, qu'il faut en rester sur des approches traditionnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? D'accord. Voilà, oui. Alors, ça me fait penser. C'est pas une question. Il y a Bernard Charpentier, Bernard Charpentier, vous connaissez tous Bernard Charpentier, ancien doyen de Bicêtre. Je vais demander de faire un texte d'une page sur qu'est-ce qu'un chirurgien. Il a fait une très belle page qui conclut en citant son prédécesseur, qui est le doyen Guiraud Chaumeil, qui était l'ancien doyen de Bicêtre, qui avait dit la médecine a changé la société a changé la médecine. Pour survivre, changeons la médecine en permanence. Donc, c'est en train de montrer qu'il faut effectivement faire apparaître le fait que la chirurgie est capable de se changer elle-même et donc est très multiple dans ses différentes composantes. Non, la chirurgie, ce dont elle souffre, c'est de ne pas s'être impliqué, mais je crois que c'est vous, Madame Laporte, qui l'avez été. Oui, non, vous avez plus une phrase, vous avez dit les institutions font peu pour les chirurgiens. Moi, je vous répondrai, les chirurgiens font peu pour s'impliquer dans l'institution. J'avais noté ça. Oui, c'est un point important. Alors, ça passe par Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de qualités individuelles qui le permettent, mais ça passe par le rôle des sociétés chirurgicales. Et ça, je crois que c'est très, très important. OK. Bon. Merci beaucoup.